La physique quantique est la première à dire que, avant toute chose, le monde physique et matériel dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion. Il n'existe pas vraiment. Ça a l'air insensé, au point que les gens ont du mal à le croire. Mais en 1925, les physiciens de la physique quantique en sont arrivés à cette conclusion. C'est la conscience qui crée nos expériences de vie. C'est un fait scientifique. Ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si nous changeons notre conscience, alors nous changeons notre réalité. Bruce Lipton, bienvenue. Je suis ravi d'avoir cette conversation avec toi pour reprendre là où nous nous étions arrêtés. Les nouvelles découvertes qui sont faites aujourd'hui correspondent à ce que toi et moi avons déjà partagé avec le reste du monde pendant plus de 30 ans. J'ai hâte moi aussi, car notre civilisation atteint un pic en ce moment même, et l'information que nous partageons devrait nous permettre de traverser cette crise sans trop forcer ni laisser de dommages. J'ai donc hâte de découvrir la nouvelle science. J'ai hâte moi aussi. Une des choses que j'ai pu constater parmi mon audience, c'est que les gens sont très réceptifs. Et ce, même si je ne m'adresse pas à eux dans leur langue d'origine. Tu sais qu'une image vaut 1000 mots. J'ai pu voir à quel point c'était vrai. Dans la science de la cymatique, on envoie des vibrations à un matériau. Le matériau ensuite se change en un modèle précis qui est une représentation visuelle de cette vibration. Cela nous dévoile quelque chose de très intéressant concernant la façon dont la nature change et évolue. J'aimerais partager rapidement quelque chose pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec le sujet. Dans les années 90, il y avait la science de la cymatique. Le docteur Hans Jenny était un scientifique qui fait évoluer cette science. Il prenait un matériau, parfois c'était un liquide, parfois c'était de la poudre, d'autres fois c'était un liquide visqueux comme du mercure. Il le mettait dans un récipient fait pour ça. Puis dans ce récipient, il envoyait une vibration, une fréquence bien spécifique. Et alors que la fréquence augmentait ou diminuait, un modèle correspondant à cette fréquence se dessinait. La raison pour laquelle c'est important, c'est que ça nous donne un bel exemple sur la façon dont la nature évolue et accueille le changement dans notre monde. Ce que notre audience a trouvé vraiment fascinant, c'est que ces modèles complexes sont magnifiques. Certains ressemblent à des pétales de fleurs, d'autres ressemblent à de la géométrie sacrée. Et ces formes se manifestent temporairement. Quand la fréquence augmente, il cède la place à un modèle plus complexe. Mais pour arriver à ce résultat, tout le modèle doit être détruit. Le chaos fait place à un ordre supérieur. J'utilise cette puissante métaphore pour illustrer aux gens ce qu'il se passe en ce moment dans nos vies et dans le monde d'aujourd'hui. Je sais que tu as vu ces images également. Penses-tu que c'est une bonne représentation ? Avons-nous besoin du chaos pour accéder à une meilleure organisation ? Tout d'abord, faisons la différence entre le chaos et le hasard. Le hasard signifie que les choses arrivent par accident. Le chaos a un modèle, mais nous ne sommes pas en mesure d'en saisir tous les détails. Ça a l'air aléatoire en surface, mais vous pourriez comprendre ce qu'il se passe. Tout se déroule selon un plan précis. Un bon exemple dans la vie réelle, c'est que quand une chenille arrive à maturation, elle crée un cocon. Elle y entre en tant que structure d'une chenille, mais elle se transforme en tant que structure d'un papillon. Les mêmes cellules qui étaient dans la chenille se retrouvent dans le papillon. Comment ça se fait ? Dans le cocon, le corps de la chenille se dissout. Ces cellules se transforment en sorte de bouillie. C'est dû au chaos ? Bien sûr que c'est dû au chaos, car en regardant bien, on constate que tout s'effondre. Mais pendant que la structure s'effondre, d'autres cellules se rassemblent pour former la prochaine structure qu'est le papillon. Donc, en surface, on dirait que ça s'effondre. Mais il faut comprendre que ces cellules perdent leur organisation, se déplacent, puis se réorganisent autrement. Entre l'organisation A et l'organisation B, le déplacement est chaotique. Il a l'air aléatoire, mais il est chaotique. Car toutes les cellules savent très bien où elles vont. C'est important pour nous de saisir ce concept, dans notre monde, pour une bonne raison. Nous faisons face actuellement à ce qu'on appelle la 6e extinction. Ceci est dû au comportement humain et à la façon dont nous traitons la mère nature et notre planète. Une phrase que j'ai déjà utilisée pour illustrer cela, c'est celle-ci.
Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Ça veut dire que la civilisation dans laquelle nous nous trouvons est celle qui, par sa culture et ses comportements, a provoqué cette 6e extinction. Nous devons donc prendre la structure existante et la transformer en une structure plus prospère, comme dans l'exemple de la cimatique ou dans celui de la chenille et du papillon. L'ancienne structure doit s'effondrer afin d'en bâtir une nouvelle. Mais quand vous êtes en plein milieu de tout ça, vous ne pouvez que constater que tout s'effondre. Ça fait peur. La réalité, c'est que ça provoque beaucoup de peur chez les gens car ils voient que le monde traverse cette crise. Il faut comprendre que cette crise n'est pas un événement dû au hasard, mais un événement requis pour bâtir une nouvelle civilisation. Nous ne devons pas le faire à partir des fondations qui existent déjà, car c'est de là que vient le problème. Quand on regarde le monde et qu'on y voit le chaos, nombreux sont ceux qui se disent que le monde qu'ils connaissent va disparaître. Je dis cela très sérieusement. Merci mon Dieu. Car si vous regardez par la fenêtre et que rien ne change, ça veut dire qu'on se précipite vers l'extinction encore plus rapidement. Le chaos est donc un signe très positif, car il nous dit que nous passons d'un système existant qui cause le problème et que nous passons à la création d'un nouveau système qui nous permettra de nous développer dans le futur. Absolument. Nous avons la chance de pouvoir nous tenir sur scène et de voir le visage de centaines, parfois même de milliers de personnes. Nous pouvons les voir réagir inconsciemment à ce que nous disons. L'une des choses que je trouve fascinante, c'est que, peu importe la culture ou le langage, les gens commencent à voir ce qui est chaotique de nos jours. Les seuls systèmes qui s'effondrent sont ceux qui ne peuvent être maintenus. Il y a aussi plein de bonnes choses qui se produisent et qui deviennent durables. Mais nous n'entendons jamais parler de ça, car ce ne sont pas des problèmes. Mais les systèmes qui ne peuvent être maintenus s'effondrent. Pour en revenir à la cimatique, j'ai fait une expérience il y a quelques années. Je l'ai fait avec une audience qui ne parlait pas l'anglais, car je me disais que si ça marchait avec eux, alors ça pourrait marcher n'importe où. J'ai pris l'une de ces images cimatiques, mais au lieu de montrer l'image entière, j'en ai isolé une partie. Quand on ne voyait que cette partie, on aurait dit que c'était le chaos total. Tout s'effondre. Il n'y a pas d'ordre, aucun. Mais quand nous prenons du recul, d'une autre perspective qui nous permet de voir l'image en entier, on pouvait voir que le changement qu'on regardait faisait en partie d'un modèle plus grand. Il y avait un modèle qui se créait, mais à un niveau que nous ne pouvions pas saisir de là où nous étions. Je pense que c'est une métaphore très puissante pour illustrer ce qu'il se passe dans le monde d'aujourd'hui. C'est facile d'être submergé par les médias qui nous montrent une perspective biaisée tous les jours. Nous sommes inondés avec ces façons très limitantes de voir le monde. Mais si nous pouvions prendre une profonde respiration, prendre du recul et voir les choses dans leur ensemble, nous pourrons constater que nous sommes actuellement à un tournant exceptionnel dans l'histoire de la civilisation et dans l'évolution humaine. L'évolution de la conscience. Car il nous faut désormais vivre et penser différemment pour accueillir ce changement. Aujourd'hui plus que jamais auparavant. Ce qui est important avec le chaos, c'est que quand un système passe à travers le chaos, il ne revient pas forcément à sa forme d'origine. Vous devez tout recommencer. Le chaos cède la place à un système plus complexe, à un ordre supérieur, à un plus beau modèle quand vous regardez les cimatiques. C'est important que les gens aient cet ancrage visuel quand ils repensent à ce qu'il se passe dans leur vie et dans le monde d'aujourd'hui. Je suis d'accord. Car si vous regardez par la fenêtre, vous pourriez être effrayé par ce qu'il se passe en ce moment. Mais si vous regardez en dehors du cadre de la fenêtre, vous comprenez ce qu'il se passe. Vous verrez que c'est une bonne chose. Car c'est ce qui va nous permettre de vivre dans un environnement plus stable. Tu as souligné un point vraiment très important. Tout n'a pas besoin de s'effondrer. L'évolution garde ce qui fonctionne et le transmet aux générations suivantes. Mais les choses qui ne fonctionnent pas, celles qui ne pourront pas passer du stade d'évolution A au stade d'évolution B, bien évidemment que ces choses s'effondrent, et elles doivent s'effondrer. Le reste passera bien au travers, car il aura toujours été consistant et fonctionnel. En tant que scientifique, ça me parle. Les scientifiques ont l'avantage d'être entraînés à penser scientifiquement. Mais j'aime dire que j'ai un esprit ouvert, et non esprit fourre-tout. Mon esprit est donc ouvert à de nouvelles idées qui se basent sur quelque chose de concret et vérifiable, mais pas ouvert à toutes les idées farfelues du genre théorie du complot ou autre absurdité. Ce qui est intéressant selon moi,
c'est que nous avons cette discipline et ce point de vue scientifique. Mais nous avons aussi le vocabulaire, ce qui nous permet de lire des revues scientifiques et techniques qu'un novice ne pourrait pas comprendre. En effet. Parce que c'est écrit dans un langage presque étranger. Ces nouvelles découvertes issues de la meilleure science du XXIe siècle soutiennent toutes les idées dont j'avais déjà parlé. Comme le fait que la nature se base sur la coopération et non la compétition, et la raison pour laquelle le chaos fait place à un ordre supérieur. Les anciennes idées de Darwin sur la théorie de l'évolution s'effondrent. Nous continuons de voir découverte après découverte que la science valide nos idées que nous avons partagées pendant plus de 20 ans. J'aimerais te donner l'opportunité d'en parler. Y a-t-il une découverte récente qui te viendrait à l'esprit ? Une preuve scientifique irréfutable. Récente, le mot est un peu juste, car de nouvelles découvertes sont faites, mais personne n'y prête attention pendant des années. Puis d'un coup, il voit une bonne raison de se pencher dessus. Mais la découverte a été faite il y a plus de 100 ans. La physique quantique est la première à dire que, avant toute chose, le monde physique et matériel dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion. Il n'existe pas vraiment. Ça a l'air insensé, au point que les gens ont du mal à le croire. Mais en 1925, les physiciens de la physique quantique en sont arrivés à cette conclusion. C'est la conscience qui crée nos expériences de vie. C'est un fait scientifique. Ce que ça veut dire que si nous changeons notre conscience, alors nous changeons notre réalité. Soudainement, c'est incroyable. Il est bien plus facile de changer notre conscience que de s'acharner à créer un nouveau monde. Car si nous changeons notre conscience, un nouveau monde se matérialisera. C'est une découverte capitale. Non seulement la physique quantique prouve que l'esprit et la conscience sont la source, mais elle nous dit que l'illusion de la séparation n'existe pas. La physique newtonienne disait que tout est séparé, mais la physique quantique nous dit que tout est énergie et que tout est entrelacé. C'est important, car nous avons créé un monde basé sur la séparation, et la notion de séparation n'est pas alignée avec ce que dit la science. Pour s'unir à nouveau, nous devons ramener les notions d'harmonie et de communauté. Une partie du chaos consiste à briser les barrières. Les anciennes croyances et les séparations ethniques s'effondrent. Ce sont des changements très positifs, car ça veut dire que nous faisons tomber la séparation. C'est une opportunité de ramener la communauté dans son unité. C'est dans ce sens que tend notre évolution à notre époque. C'est pourquoi quand je regarde le monde d'aujourd'hui, j'aimerais que les gens comprennent que ça a l'air complètement fou ce qui se passe, et ça l'est. Mais ça n'est pas dû au hasard. Il s'agit d'un déplacement précis, qui nous fait passer d'une situation fichue à un nouveau monde qui nous permette de vivre dans un futur prospère. Alors, n'ayez pas peur du changement. Le changement est exactement ce dont on a besoin pour survivre sur cette planète. C'est bien vrai, Bruce. Ce sont exactement les valeurs que toi et moi essayons de transmettre. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui le font tout aussi bien. Nous avons compris que de plus en plus de gens deviennent conscients de ce que nous disons. Il ne faut pas stopper le changement, mais embrasser le changement d'une façon saine et peut-être aussi plus élégante. Je pense que c'est important. Exactement. Il est très important de reconnaître que ce qu'il nous arrive est tellement positif, contrairement à ce qui a l'air si négatif. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Et beaucoup de gens sont dépourvus de savoir. Et si le savoir est le pouvoir, alors le manque de savoir est le manque de pouvoir. Malheureusement, la population a été privée de la nouvelle science que toi et moi partageons avec les autres. Avec cette nouvelle science vient un profond savoir, ce qui amène également une grande responsabilité. La conscience, c'est la force motrice de l'évolution. Ce qui est totalement différent de ce que la science conventionnelle nous a habitués. Il disait que les gènes sont la fondation de l'évolution. Mais il s'avère que le projet du génome humain, qui disait que les gènes sont l'évolution, s'effondre. Car les êtres humains ont environ 20 000 gènes, ce qui est presque l'équivalent d'un petit verre d'un demi-millimètre qui possède 12 000 cellules. Nous avons 50 trillions de cellules, et le verre a 12 000 cellules. Nous avons pourtant le même nombre de gènes que lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur les gènes pour comprendre l'évolution, car nous en avons autant qu'un tout petit verre. Il s'avère que la conscience est ce qu'il y a de plus important. Car concernant la conscience, elle nous permet d'être libres de créer. Et si nous sommes libres de créer en conscience, nous devenons de puissants créateurs.
Nous devons donc informer les gens qui pensent qu'ils sont des victimes de la vie. Il y a un nouveau courant de pensée qui est en train d'émerger dans le royaume de la philosophie et qui gagne même du terrain dans les sciences rigides. L'idée, c'est que la conscience s'informe elle-même à travers ses créations. J'adore cette idée. Si c'est vrai, et je pense que c'est vrai car j'ai pu le constater, ça voudrait dire que tout ce qui se trouve autour de nous, tel que l'art, la musique, le cinéma, les livres, l'art, ce que nous créons, au-delà de nous divertir, c'est un moyen de communication qu'utilise la conscience pour nous rappeler certaines choses parfois très profondes en nous-mêmes, qui nous sont reflétées à travers nos créations. Avec cette idée en tête, je repense à des films qui ont touché profondément le cœur des gens. Des films à grand succès que l'on qualifie de science-fiction. Toi et moi les voyons comme des documentaires. Un qui me vient à l'esprit, c'est le film Avatar. Très puissant. Le film Matrix également, le premier de la saga. Le film Inception, qui parle des rêves, dans des rêves, dans des rêves. Tous ces films, aussi différents qu'ils aient l'air, ont un thème en commun. Ils nous disent que nous possédons tous en nous un potentiel inexploité, qui, une fois réalisé, nous donne le pouvoir de non pas survivre à des moments difficiles, mais de nous développer et d'évoluer vers un chemin totalement nouveau et différent. Avatar le raconte magnifiquement bien. Ça nous raconte la profonde connexion que nous avons avec toute vie et avec la planète. Les dernières découvertes sur les plantes reflètent les principes que le film Avatar nous transmet. C'est vrai. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand nous regardons des plantes, nous avons tendance à dire « il y a un arbre là, puis un arbre ici ». On les sépare comme s'il s'agissait d'arbres individuels. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est qu'en dessous de la surface, tous ces arbres sont connectés. Les champignons fungi créent des réseaux qui se connectent aux autres plantes. Quand vous regardez une forêt, ça ressemble à tout un tas d'individus séparés. Mais si vous regardez sous terre, ils sont tous connectés les uns aux autres comme un seul organisme gigantesque. Nous faisons nous aussi partie de cette matrice. C'est bon à savoir, car nous voyons souvent les animaux comme intelligents, alors que les plantes sont pour nous de simples choses qui reposent au même endroit. Elles sont pourtant tellement intelligentes. Elles communiquent constamment entre elles. Si bien que si une maladie se déclare dans une partie de la forêt, les premiers arbres qui sont infectés le signalent aux autres via le réseau de mycélium du fungi, ou via les phéromones, qui sont des hormones solubles envoyées dans l'air. Cela leur permet d'informer la forêt entière du problème qui arrive. Après ça, les autres plantes adapteront des comportements qui les protégeront de la maladie. Ils communiquent donc sans cesse entre eux. Autre fait intéressant, les plantes communiquent avec les êtres humains. Mais les gens ne le savent pas. Disons qu'une personne fait pousser une plante dans sa maison. La plante reconnaît la vibration et l'énergie de la personne. Quand cette personne entre dans la pièce, la plante libère des phéromones dans l'air. Pourquoi fait-elle cela ? Pour attirer l'entité à elle, car c'est cette entité qui s'en occupe, qui lui donne de l'eau et des nutriments. Alors quand cette énergie marche dans la pièce, la plante reconnaît l'énergie, puis elle libère des phéromones dans l'intention d'attirer la personne pour qu'elle s'en occupe. Si quelqu'un d'autre entrait dans la pièce, les plantes ne libéreraient pas de phéromones. Exact. Il y a donc une intelligence bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. C'est certain, j'ai pu voir ce principe à l'œuvre à un niveau plus élevé. As-tu déjà visité Damanhur en Italie ? C'est une communauté internationale qui respecte énormément la planète. Ils vivent d'une manière qui encourage ce lien essentiel que nous entretenons avec la Terre et avec toutes les plantes. La première fois que j'y suis allé, ils m'ont invité pour me montrer certaines de leurs technologies. Ils développent des technologies qui semblent être insensées si on les compare à l'idée qu'on nous conditionne à se faire de la technologie. Mais elles sont parfaitement logiques quand on pense à cette interconnexion dont tu parlais plus tôt. Quand je suis allé là-bas, l'une des choses que j'ai pu voir, c'était dans l'une de leurs tentes. Il y avait différentes plantes et il y avait des machines reliées aux plantes. Je suis un musicien en dehors de ce que je fais actuellement, et je remarque toujours le matériel audio quand j'en vois. La première chose que j'ai vue, c'était donc des haut-parleurs. Je me suis dit, soit ils jouent de la musique aux plantes, soit les plantes nous disent quelque chose. Je leur ai demandé quel est le but de ce dispositif.
Il y avait des électrodes connectées aux différents endroits sur les plantes. Ils avaient trouvé que quand ils touchent les plantes d'une manière spécifique, les plantes émettaient une fréquence qu'on ne pouvait entendre. Mais les appareils capturaient la fréquence et l'amplifiaient pour que les humains puissent l'entendre. Bruce, c'était une symphonie. C'était tellement beau que je ne voulais plus partir. Il y avait plein de plantes qui émettaient cette magnifique symphonie. Quand on pense aux plantes de cette manière, si vous arrachez une feuille à une plante, vous verrez que c'est un traumatisme pour elle. Ne dis jamais ça à un végétarien, vous risqueriez de le mettre en colère. La fréquence changeait quand on arrachait une feuille. Toutes ces découvertes, à leur façon, redirigent vers l'idée fondamentale que nous sommes tous profondément connectés à ce monde. Ils ont trouvé la même chose avec des criquets dans les champs. Ils utilisent les vibrations issues des sons que font les criquets. Ils ont découvert que quand les criquets disparaissent, les plantes n'allaient pas bien. L'expérience était de prendre un champ sans aucun criquet et un autre champ dans lequel ils utilisaient des haut-parleurs pour jouer des sons de criquets. La différence de croissance des plantes était énorme. Le champ avec les criquets se développa car il y avait de l'harmonie. La physique quantique nous rappelle que tout est connecté. Car ce n'est pas l'expression physique qui compte en physique quantique, mais l'énergie. Et vous ne pouvez pas séparer l'énergie. Je peux séparer deux éléments physiques. Je peux par exemple séparer ces deux mains en deux éléments distincts. Mais l'énergie de ces mains ne pourra jamais être séparée. L'énergie est dans le champ unifié. Ce sont des ondes. Et elles sont toutes connectées. C'est pourquoi, en physique quantique, on parle de l'unité de la planète entière. Toutes les choses sont connectées entre elles. Car tout est énergie. Tout est vibration et onde. C'est pourquoi nous nous éloignons de cela quand nous croyons au monde newtonien. Je suis séparé de toi et tu es séparé de moi. Nous ne sommes pas connectés. La physique quantique dit que c'est le contraire.